Rebonjour tout le monde, ça fait comme pas longtemps qu'on s'est parlé. Aujourd'hui, on se présente avec mes collègues Marc-André et Cengiz l'avancement d'un projet de recherche en cours qui est réalisé, comme Laureline l'a dit, dans le cadre des activités du groupe de recherche au Moulden sur le jeu et la communication ici à l'UQAM. En effet, pour une petite mise en contexte, pour l'année universitaire 2021-2022, les différents membres du groupe qui étaient invités à réfléchir ensemble puis à se pencher sur la question des effets affectifs et émotionnels des mécaniques de jeu. Donc, c'était un peu notre axe thématique sur lequel on travaillait les différentes équipes du groupe de recherche cette année. Donc, dans le cas de notre équipe, excusez, j'essaie de faire passer PowerPoint en même temps. C'est ça qui est constitué de Maude Bonenfant et de Simon Delorme également. On voulait explorer plus en profondeur les formes que prennent, mais aussi les conditions et les processus qui mènent à la sensibilisation et à la conscientisation à travers le jeu. Autrement dit, on cherchait à savoir ce qui permet ou ce qui favorise, si on peut dire, la sensibilisation et la conscientisation dans un espace ludique. C'est quoi les mécaniques de jeu qui sont impliquées, les processus, les éléments, les situations qui doivent être prises en compte. Donc, notre démarche, ça vise à, grosso modo, mieux comprendre les conditions, mais aussi les critères qui amènent un jeu à avoir un potentiel de conscientisation, parce que nous, on parle vraiment plus du potentiel de conscientisation plutôt qu'une visée de conscientisation. Et ultimement, on aimerait ça être en mesure de formaliser l'utilisation du jeu comme espace de conscientisation. Donc, c'était pas un petit mandat qu'on s'était donné pendant l'année, puis ça a donné lieu à beaucoup d'échanges intéressants là, au fil de l'année, puis on est tombé aussi sur beaucoup de choses, des observations qu'on a faites qui ont créé plein de revirements de situations en tout genre, à commencer par notre revue de littérature, parce que quand on fait un projet de recherche, il faut bien commencer quelque part. Donc, dès le départ, en fait, nous, on a fouillé pas mal pour essayer de trouver le plus d'articles, de livres, de chapitres de livres possibles qui abordaient de près ou de loin ces concepts-là dans une perspective ludique, là, si je peux dire. On essaie comme de trouver des trucs qui avaient été décrits en étude du jeu. Puis on voulait surtout observer si, justement, est-ce qu'il y avait déjà des chercheurs qui avaient pensé au concept de conscientisation à travers le jeu, les usages, les pratiques, les contextes d'application. Puis on voulait voir s'il y avait déjà eu des analyses de jeux qui avaient comme explicitement une visée de conscientisation et s'il y avait eu des études de cas concrets par rapport à ça. Donc, à travers ça, on voulait aussi examiner justement les modèles théoriques et les principes méthodologiques qui ont été employés pendant ces recherches et ces études-là. À travers ce premier processus-là de recherche documentaire, on a été capable de répertorier quand même une bonne quinzaine de textes. Puis les principales observations, principaux constats qu'on a pu établir à travers la revue de littérature, c'est premièrement que les textes listés ont été majoritairement publiés dans les 10 dernières années, plus même les 5 dernières années. Donc, c'est assez récent. Ce que nous, ça nous dit finalement, c'est qu'il y a un certain engouement pour ce sujet-là, cette thématique-là. On commence à reconnaître puis à s'intéresser aux jeux vidéo puis aussi aux jeux plus largement comme un moyen de conscientisation. Et aussi, un second point très important, qui est en fait pas mal le point crucial, je dirais, du projet, c'est que plus fondamentalement, on s'est aperçu qu'il n'y a pas vraiment de distinction claire qui était faite entre les notions de sensibilisation et de conscientisation, en tout cas dans nous, les textes qu'on avait répertoriés. Donc, ils sont souvent utilisés comme des termes interchangeables, des synonymes. Donc, le deuxième constat, ça nous a amené assez rapidement à se pencher sur les définitions, puis surtout sur la distinction de ces deux termes-là, parce que c'était essentiel qu'on comprenne c'était quoi la différence pour que nous, on puisse donner un sens à notre projet et avancer là-dedans. Et à partir de ce moment-là, on s'est intéressé aux écrits de Paulo Freire, qui est vraiment en fait considéré comme le père fondateur de la notion de conscientisation. Donc, notre projet, vous allez voir, s'inspire beaucoup de ces réflexions puis de ces théories aussi pour comprendre qu'est-ce que c'est de la conscientisation, comment ça se produit, c'est quoi les enjeux qui sont reliés à ça. Mais je vais laisser Marc-André plus tard d'une slide pour vous en parler, c'est lui qui va plus vous le décrire. Fait que ça, avant de justement parler de Freire, pour revenir rapidement, c'est quoi la distinction, nous, qu'on fait entre sensibilisation et conscientisation? En fait, nous, ce qu'on a jugé, ce qu'on a comptabilisé, là, si je peux dire, comme information, c'est que finalement, la sensibilisation, ça consiste à rendre une personne
perceptive à une cause pour laquelle elle ne manifestait pas d'intérêt auparavant. C'est comme une sorte d'éveil, c'est-à-dire c'est comme une manière de rendre sensible qui peut éventuellement susciter une prise de conscience par rapport à une problématique, un enjeu ou une réalité particulière. Donc on peut considérer, et c'est pas toujours le cas, par contre, que la sensibilisation, c'est un peu le premier pas qui mène vers la conscientisation, c'est la première étape, si on veut. Quant à la conscientisation, là, on s'est vraiment fié à la définition de Freire. Donc là, c'est vraiment cette idée que c'est le développement critique de la prise de conscience. Fait que c'est vraiment considéré comme une espèce de force motrice. La conscientisation, ça nous invite à ce qu'on pourrait appeler l'action-réflexion, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous motive, d'une part, à interroger notre rapport, nous, à une réalité donnée, mais en même temps, ça nous invite aussi à poser des gestes concrets en vue d'être capable d'opérer des changements en lien à cette réalité-là. Donc, c'est vraiment le faire agir qui caractérise la conscientisation. Donc, si je pouvais résumer ça en une belle petite phrase, la conscientisation, c'est un processus qui approfondit notre conscience non seulement d'une réalité socio-culturelle, mais aussi de notre propre capacité à transformer cette même réalité-là. Donc là-dessus, je vais céder la parole à Marc-André. Était un sociologue brésilien qu'on a principalement connu dans les années 60. C'est un intellectuel engagé. J'ai dit sociologue parce que c'est un de ses premiers titres, mais il était aussi philosophe, pédagogue. Finalement, toutes les disciplines humanistes qu'il voulait prendre de sa théorie, il a donné le titre en même temps. Fait que lui, son but, c'était d'apprendre le sens critique par l'alphabétisation, parce qu'au Brésil, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? C'était que le droit de vote était donné aux personnes qui savaient lire. Et la population était 70% d'analphabètes au Brésil, donc c'était vraiment l'élite qui possédait le pouvoir, puis finalement, ça l'offusquait Freire, puis en étant offusqué, il s'est dit, il faut qu'on change ça, puis qu'on alphabétise les gens, mais il faut qu'on aille plus loin que ça, il faut qu'on leur donne les moyens de prendre conscience qui peuvent avoir un impact sur leur vie, qui peuvent transformer leur milieu. Fait qu'il a mis en place une pédagogie de la conscientisation. Puis là, j'ai mis 3 petits points, mais il y a plein d'autres points qui viennent avec, mais c'est vraiment axé sur une relation horizontale, donc pas de hiérarchie, une méthode active qui est axée sur le dialogue, la critique, puis la formation du jugement critique, finalement. C'est toujours lié en matière avec le monde concret de l'apprenant, pour que celui-ci arrive à comprendre très bien ce qui arrive. On ne va pas se lancer dans des grands concepts comme nous, on se lance dans des concepts. On va être plus proche de la réalité des gens pour faire comprendre que cette réalité-là est changée par des personnes qui pensent au-dessus d'eux et qui peuvent se réaccaparer ce pouvoir-là pour pouvoir y penser eux-mêmes. Donc, pour Freire, la conscientisation, il y a différents stades. On commence habituellement à l'extérieur dans l'assistentialisme, de la manière qu'ils appellent ça. L'assistentialisme, finalement, c'est qu'on est tellement occupé de notre train-train quotidien, qu'on travaille, qu'on fait tous nos trucs à gauche, à droite, et on laisse finalement tous les pouvoirs à l'élite pour prendre des décisions à notre place. Fait que c'est l'élite, on est un peu dans ce modèle-là maintenant, même ici, avec notre démocratie, où est-ce que notre pouvoir politique se résume souvent à aller voter aux 4 ans. Fait que le restant, on dit, OK, ben, c'est nos grands gouvernements qui s'en occupent. Mais ce qui se passe, c'est qu'il va avoir, finalement, l'individu va avoir un choc. Ça peut être la sensibilisation, comme on a vu il y a quelques secondes, mais ça peut être finalement n'importe quelle injustice que l'individu va faire face et finalement, il va être perturbé dans ses valeurs puis dans son interprétation du monde. Fait qu'il va rentrer dans une phase de conscience post-primaire, comme dit Freire. Fait que cette conscience-là, c'est vraiment de s'interroger, de se poser des questions. Mais si on ne va pas plus loin, ben on retourne à notre assistentialisme en se disant, bon, ben, écoutez, c'est trop compliqué pour moi, je n'ai pas envie de me lancer là-dedans, fait que je vais continuer de voter aux 4 ans. Mais si on décide de pousser un peu plus loin la réflexion, on va se mettre à chercher une éducation, à chercher à s'éduquer sur pourquoi on en est rendu là, pourquoi qu'on a ce rapport d'oppression-là. Et c'est là que Freire dit que c'est très important que c'est à cette période-là qu'on met en équation une éducation créative et libératrice. Ça, c'est important parce que si c'est pas la mise en place d'une éducation créative et libératrice, ben la conscience primaire, si elle est vraiment activée, elle va quand même poursuivre et la personne va finalement s'auto-éduquer, ce qui n'est pas nécessairement mal, mais des fois, ça peut être compliqué, comme on peut voir souvent dans les théories plus complotistes, même si j'aime pas utiliser ce terme-là.
Mais si on arrive finalement à, c'est ça, à cette conscience précritique, c'est que là, on va vraiment se lancer à s'interroger qui est l'oppresseur, puis comment que ce système-là est mis en place. Et au fur et à mesure que l'individu découvre cette capacité-là, ben, il arrive à identifier son oppresseur, puis veut pas, la conscientisation vient nécessairement avec l'action. Parce qu'une fois que tu as réalisé que tu pouvais avoir un impact finalement sur ta réalité, ben, tu veux poser action sur cette réalité-là. Et c'est une des erreurs qu'on pourrait dire, parce que si on sort du cycle de conscientisation à ce moment-là, on peut risquer de tomber dans le fanatisme. Puis le fanatisme, qu'est-ce que c'est? C'est finalement, on inverse les rôles. Comme on a été capable d'identifier l'oppresseur, ben, on devient nous-mêmes l'oppresseur en opprimant l'oppresseur, en disant c'est de sa faute, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Fait que si on sort du cycle de la conscientisation, à partir de ce moment-là, il y a ce risque-là de tomber dans le fanatisme. Mais si on continue, et c'est là qui est intéressant, on se tombe dans la conscientisation et la praxie. Fait que rendu là, c'est que tu n'as pas le choix de dénoncer ton oppresseur, mais il faut comprendre que l'oppresseur aussi est dans le même système que toi, et que lui aussi, il est oppressé par le système. C'est pas parce qu'il t'oppresse qu'il reconnaît sa position d'oppresseur. Fait qu'une fois que tu as compris ça et que tu as posé action, l'important, c'est de dire que, de comprendre que l'action qu'on vient de poser va transformer la situation qui était, même si c'est une transformation très minime dépendant de l'action qu'on pose, mais que ça va transformer finalement la situation et il va falloir refaire la boucle du sens critique. Revenir au jugement. Est-ce que l'acte que j'ai fait a transformé? Oui, non. Est-ce que ça a changé les rapports entre les différentes personnes? Oui, non. Et puis c'est comme ça jusqu'à l'infini. Et c'est comme ça qu'on arrive à la conscientisation. Bienvenue dans ce beau monde. Si on sort du cycle de conscientisation à cette étape-là, on peut tomber dans une forme de sectarisme. Où est-ce que là, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a découvert une vérité qui était vraie au moment qu'on l'a découvert. On a fait toutes les analyses avec la conscience précritique. On est arrivé à la conscientisation puis à la praxie. On a vu tout le schéma qu'il y a derrière. Et l'erreur, c'est de s'arrêter là et de se dire que notre action ne va pas avoir transformé et de se dire que pas juste notre action, parce qu'on est tous là dans la pièce. Là, en fait. C'est les actions de n'importe qui peut avoir transformé la situation. Fait que si on ne reste pas alerte sur cet aspect-là, on risque de tomber dans un sectarisme. Fait que souvent, c'est un peu le problème, ben moi, justement, avec la sensibilisation au niveau des jeux vidéo et écologiques, c'est qu'en ce moment, il y a comme un boom, là. Fait que j'ai passé comme 10 ans à analyser des jeux que je pouvais compter sur mes doigts. Puis là, depuis 2 ans, j'ai plus assez de doigts pour les compter, genre, tu sais. Fait que je le vois bien, tu sais, puis c'est un peu là l'erreur, parce qu'en passant, tu sais, je m'aperçois que ça fait 2-3 ans que ça se réveille, mais j'ai passé 1 an dans l'inertie, parce que j'ai passé 10 ans à me dire, mon Dieu, il n'y a rien qui sort. Fait que j'étais tombé dans une forme de sectarisme face à mon savoir, parce que j'étais resté avec mes petits jeux que je connaissais qui avaient été développés, mais pas ceux qui venaient d'être développés. J'ai rattrapé depuis, je suis revenu dans mon cycle. Les choses n'ont pas beaucoup plus changé, mais c'est pas grave. Il faut juste être conscient et rester dans ce cycle. Et ce qui nous amène à Cengiz, qui va... Donc c'est vraiment à partir de toutes ces réflexions-là qu'on est arrivé à établir 10 critères du jeu. Donc ces 10 critères on les a créés nous-mêmes à partir de l'œuvre de Freire, mais ce n'est pas 10 critères qui sont issus directement, qui ont été établis par Freire. Et donc pour chacun de ces critères, je vais un petit peu développer ce dont il s'agit, puis montrer une image de jeu à chaque fois pour illustrer ce critère, mais chacun de ces jeux ne remplissent pas en eux-mêmes toutes les cases de ces critères de conscientisation. Donc le premier critère de conscientisation, c'est l'accompagnement, dans le sens où le jeu doit tenir le rôle de ce que Freire appelle un agent facilitateur. Donc dans la philosophie, en tout cas dans le travail de Freire, ça va être le pédagogue. Donc ici, dans le cadre du jeu vidéo, par exemple, le rôle du facilitateur va être pris dans un jeu vidéo, par exemple, par les structures de jeu, ou dans le cadre d'un jeu de rôle, par le maître de jeu. Donc c'est vraiment cette personne ou ce dispositif qui va permettre de mener les joueurs et les joueuses à échanger et commencer à développer une prise de conscience et une compréhension des enjeux auxquels on cherche à les conscientiser. Et
cette facilitation doit se faire dans un cadre qui est très particulier, qui ne peut pas se limiter à simplement faire jouer les joueurs, mais à les ancrer dans un processus qui est une politisation, puisque comme l'a montré Marc-André, la conscientisation consiste à viser à créer un changement systémique, donc pour plus de justice sociale et environnementale. Et donc, comme c'est le cas par exemple dans un grand ensemble de news games ou dans les jeux de mode Industria comme Oligarchy, donc là on va montrer qu'il y a des oppresseurs dans l'industrie du pétrole qui jouent un rôle négatif relativement à la crise environnementale, et ainsi essayer de faire prendre conscience aux gens de ces phénomènes-là. Et ce qui nous amène au troisième critère, et qui rejoint un petit peu l'un des points qui a été présenté dans la présentation de Bernard Perron, c'est-à-dire que le jeu de conscientisation doit s'adresser à un public particulier. C'est-à-dire que pour Freire, il ne s'agit pas de s'adresser par exemple aux oppresseurs, mais vraiment aux personnes qui sont opprimées pour que le changement puisse advenir à partir de cette catégorie de population qui est opprimée. Et donc une population qui vit une oppression systémique, même si on n'en est pas initialement consciente. Par exemple, dans Contrecarré, qui était un jeu fait pour s'adresser aux étudiants lors des grèves de 2012, le jeu proposait de jouer le gouvernement du Canada qui allait s'opposer un petit peu au mouvement étudiant. Et donc il s'adressait clairement aux étudiants. Et donc, comme l'a dit Alexandre, la sensibilisation est l'un des critères de la conscientisation, dans la mesure où c'est une étape nécessaire pour que le jeu puisse amener les joueurs d'une part à mieux comprendre les problèmes, mais tout d'abord à en prendre conscience et à les nommer. Comme par exemple dans Quest for the Golden Rule, qui est un jeu qui cherche à rendre visible ce que c'est que les problèmes liés au harcèlement scolaire. Et donc après cette étape de sensibilisation et de prise de conscience, il faut des critères qui viennent insister sur la compréhension de plus en plus complexe des phénomènes. Et cette compréhension de plus en plus complexe commence par la réalisation des différents rapports de causalité qui concernent le phénomène étudié. Donc là, par le critère de causalité, il s'agit de comprendre quelles sont les causes et les conséquences du système oppressant et différencier ce qui est immuable et de ce qui est modifiable. Et donc en montrant ce qui peut être modifié dans le système que l'on essaie de dénoncer, de montrer aux oppressés, aux opprimés qui sont adressés par le jeu, quels sont les éléments, quels sont les espaces dans lesquels ils vont pouvoir poser des actions pour changer leur situation. Donc c'est le cas par exemple dans plusieurs jeux écologiques, comme dans Inner Cities, où on va essayer de montrer par des systèmes de jeu, par exemple dans un jeu de stratégie, quels sont les moyens qui vont permettre de lutter contre la crise écologique pour changer la situation, plus ou moins. Mais pour comprendre un phénomène, on va aussi avoir le critère de la perspective, c'est-à-dire qu'on va essayer de changer la perspective des opprimés sur une situation, puisque comme le montre Freire dans certains de ses livres, les opprimés n'ont pas forcément conscience de leur situation d'oppression. Donc l'un des éléments importants, ça va être de leur faire prendre conscience et changer de perspective sur des situations quotidiennes peut participer à ce processus. Et par exemple, dans le McDonald's Video Game, on montre un petit peu ce qui se cache derrière ce qui peut être un acte quotidien chez certains, d'aller dans un fast-food. On dénonce tout le système productif et les problèmes qui y sont liés en changeant le point de vue du joueur sur cette problématique. Enfin, on arrive aux critères de coopération qui sert aussi, d'une certaine manière, à améliorer la compréhension et à élaborer la compréhension des joueurs et des joueuses sur la situation en question, dans le sens où la coopération cherche à créer un espace de discussion et de délibération pour que chacun puisse à la fois affiner sa compréhension en discutant et en échangeant avec les autres, et aussi commence à développer une dynamique de groupe qui va leur permettre de coopérer et de comprendre qu'ensemble, ils vont pouvoir commencer non seulement à construire une compréhension qui leur est propre et qui n'est pas seulement fournie par le facilitateur ou les systèmes de jeu, mais aussi qui émerge en fait de leurs propres interactions. Et donc dans Echo par exemple, qui est un jeu encore une fois un jeu écologique, le jeu cherche à faire coopérer les joueurs pour créer une sorte de ville dans un environnement qui réagit à leurs actions, et donc ils vont devoir se mettre d'accord pour savoir comment établir leur base. Et
Après cette coopération, un critère important est celui d'encapacitation, et c'est l'un des critères qui met en avant l'un des points essentiels de la conscientisation, qui est que petit à petit, on va essayer de mener les joueurs et les joueuses en dehors du jeu, c'est-à-dire que le jeu cherche à avoir un effet en dehors du simple cadre ludique, et donc en commençant par l'encapacitation, où le jeu doit induire la volonté de changement chez les joueurs et les joueuses en leur faisant comprendre qu'ils peuvent modifier leur situation et changer le cours de l'histoire. Donc par exemple dans les jeux qui vont adresser les problèmes d'anxiété, on va essayer de faire comprendre que les personnes peuvent changer. Mais si on se contentait du critère d'encapacitation, on resterait encore à un niveau un peu trop individuel. C'est pourquoi l'un des critères importants est que cette encapacitation doit se faire aussi en lien avec une communauté. Ça rejoint aussi le critère d'adresse du jeu de conscientisation, c'est-à-dire que le jeu doit générer un sentiment de communauté, puisque le changement et les compréhensions qui se font dans le cadre de la conscientisation sont propres à une communauté, qui est une communauté d'opprimés particulière. Et donc, par exemple, dans Never Alone, le jeu s'adresse justement à une communauté particulière en reprenant des contes et des éléments de sa culture traditionnelle pour véritablement que la prise de conscience se fasse au sein de cette communauté. Et donc, le dernier critère qui parachève un petit peu tout cela et qui montre comment le jeu de conscientisation doit arriver à faire en sorte que les joueurs et joueuses puissent agir en dehors du cadre du jeu, c'est l'outillage, donc, où le jeu doit permettre aux joueurs et joueuses de créer leurs propres solutions afin d'effectuer des changements systémiques dans leur quotidien. Et donc l'exemple qui est ici, c'est A Force More Powerful, qui était un jeu qui proposait aux joueurs d'apprendre d'acquérir des connaissances au sujet des stratégies de résistance non violente à des situations oppressives, avec pour objectif explicite d'amener ces joueurs à utiliser par la suite ces stratégies dans leur contexte propre. Et pour terminer, on va présenter un constat qui est la quasi-absence de jeu de conscientisation au sens strict du terme, puisque au sens strict du terme, ce serait un jeu de conscientisation, ce serait un jeu qui remplirait les 10 critères. Et de fait, on en a trouvé très peu, en tout cas dans les jeux vidéo, on n'a probablement trouvé aucun. Il y avait peut-être To Be Education qui possiblement pouvait se rapprocher d'un jeu qui remplissait les 10 critères. C'est un jeu qui permet de mettre en place en fait des situations pédagogiques où les joueurs vont être amenés à discuter d'une problématique qui aura au préalable été créée par la personne en question. Mais à part celui-là, on a toujours l'un ou en général plusieurs des critères qui ne sont pas remplis pour les jeux vidéo. Après, pour d'autres pratiques ludiques, on a par exemple le cas du théâtre de l'opprimé qui a été créé directement à partir des travaux créés par Augusto Boal, qui est une pratique ludique qui remplit effectivement tous ces 10 critères et qui peut servir d'une certaine manière à penser ce que serait un jeu vidéo de conscientisation. C'est ce que fait par exemple Gonzalo Frasca dans certains de ses articles, où il étudie fait des expériences de pensée sur ce que serait un jeu de conscientisation à partir du cas du théâtre de l'opprimé et des travaux de Frey. Et pour terminer, on a aussi pu essayer un jeu de plateau et les choix de Raphaël qui se rapprochaient de la conscientisation, qui cherche à faire prendre conscience à des jeunes de situations de violence. Et donc en conclusion, on voit que ces 10 critères peuvent nous servir d'une part à évaluer des jeux déjà existants par rapport à la question de la conscientisation, mais aussi peuvent servir de critères pour créer potentiellement des jeux de conscientisation. Il y en a une juste là. Merci beaucoup pour votre présentation, c'est super intéressant. Moi, oui, c'est ça, j'ai cru comprendre que vous avez fait une revue de la littérature autour du terme de la conscientisation et de la sensibilisation, puis que c'était pas nécessairement super fructueux, mais je voulais quand même savoir si vous étiez tombé sur d'autres termes connexes ou d'autres mécanismes psychologiques connexes qui nous permettent un peu de faire le tri dans ces concepts-là, parce que, tu sais, juste comme les termes que j'entends depuis le début de la journée, prendre conscience, j'ai l'impression que prendre conscience, c'est pas être conscientisé. Parce que conscientiser, là, on l'a vu avec Fréré, il y a un rapport à l'action, à l'organisation. Bernard parlait de responsabilisation, là, c'est un autre degré, on sera encore plus exigeant que la conscientisation.
Mais aussi, on pourrait dire qu'au tout départ, il faut prendre connaissance avant d'être sensibilisé, ou peut-être que prendre connaissance, c'est la même chose que sensibiliser, ou peut-être ça l'est pas, je ne sais pas personnellement. Alors, je voulais savoir si vous étiez, comme vous aviez aperçu au moins si la distinction était comme généralement pas vraiment faite dans la revue de littérature, est-ce qu'il y a eu quand même des petits mécanismes psychologiques supplémentaires qui ont été identifiés ou que vous avez aperçus, que vous avez trouvé intéressants? En autre différence que je sais pas si on l'avait indiqué dans le PowerPoint, mais comme mettons dans les textes anglais, le mot conscientisation en anglais, ça n'existe pas vraiment. Fait que c'était souvent to raise awareness, mais que ça veut dire finalement to raise awareness. C'était surtout dans les textes de langue anglaise qu'il n'y avait comme pas la distinction qui était faite, puis que c'était comme tout était sur le même plan finalement. En français, là, on voyait qu'il y avait une différence sensibilisation, conscientisation, mais c'était pas au sens où nous on l'entendait avec la prise de position, d'action comme Fréré. C'est ça que je disais, c'était vraiment comme des synonymes interchangeables, puis grosso modo, ça voulait dire la même affaire. Pour les mécanismes psychologiques, je sais pas. Je peux répondre un petit peu, parce que oui, prendre conscience, c'est un peu comme j'avais dit tantôt, c'est où est-ce que tu fais la transition de ton petit train-train quotidien, où est-ce que tu te remets en question. Ensuite, je pense que la responsabilisation, c'est plus ça prend part dans le cycle de conscientisation. C'est qu'à un moment donné, quand tu commences à porter action, c'est à cause que tu réalises que tu es responsable, veux pas. C'est que tu as une responsabilité face au monde que tu as autour. Mais il n'y a pas... non, effectivement, on n'a pas remarqué... on n'a pas regardé pour ça. Puis moi, je suis plus socio que psycho. Fait que... je dis psycho parce que il me semblait que tout ça, quand j'entends ces termes-là, c'est tout quelque chose qui se passe mentalement. Mais c'est ça, je demandais par hasard. Je sais pas, Simon, si tu avais quelque chose à dire. Je vais répondre un petit peu du côté de psycho. Il y a un terme qu'on n'a pas gardé là parce que c'était pas central à nos critères, mais c'était la persuasion. Fait que les jeux anglais parlent beaucoup de persuasive games et persuasion restait beaucoup dans les textes qu'on a vus. Fait qu'on l'a comme un peu pris qui est comme l'étape entre la sensibilisation et la conscientisation. C'est cette idée-là que c'est pas juste je vais t'apprendre le concept, mais c'est je vais te convaincre d'agir. Mais après ça, c'est qu'on aurait dit que c'était beaucoup plus intéressant de dire convaincre d'agir, mais convaincre d'agir dans un contexte de praxis, de changement social, de tout ça. Fait que l'entre-deux. Faut qu'il y ait comme une intervention du langage pour qu'on passe de la sensibilisation à la conscientisation. Oui, c'est ça qu'on voyait beaucoup, la capacité de persuader des jeux, des offres, des affaires, des tout ça. C'était un petit peu le chaînon qu'on avait trouvé, mais justement qui se perdait après ça de texte en texte ou qui se perdait de français en anglais. Okay. Je complémenterais juste la réponse. En fait, c'est le cas épistémologique qu'on a à un moment donné sélectionné. Au départ, on partait avec la théorie des affects. Fait qu'on aurait été plus proche de l'éthique, plus proche d'un vocabulaire comme la responsabilisation, etc. Mais en faisant l'origine du terme, on a buté sur Fréré et on n'a pas on a plongé dans Fréré. Et lui, c'est une approche très politique. Donc, c'est très politisé. Donc, la communauté, la communication, c'est extrêmement important. Donc, tout ce vocabulaire-là, psychologique, a été mis de côté pour favoriser un vocabulaire qui était cohérent avec l'épistémologie de Fréré. Merci. Oui. En fait, moi, c'est pour merci pour la présentation. Ça éclaircit pas mal de définitions dont on s'abreuve l'équipe. En fait, c'est pour rebondir directement sur ce qu'il m'avait dit. Je découvre en fait Fréré à travers justement ce colloque, j'en suis très content. Donc j'étais surpris de voir effectivement qu'il s'inscrit dans une théorie sociale post-marxiste, quand même c'est pas rien, de 1, et de 2, traduit du portugais au français. Je suis tombé sur certaines traductions qui ne parlaient pas de conscientisation mais de conscience critique. Je ne sais pas si on est à côté ou si c'était une bonne traduction. Si bien que je me demande s'il n'y a pas un intérêt à regarder de plus près ce type de définition, parce que conscience critique, ultimement, c'est, je dirais, l'objectif visé par un processus de conscientisation. Et vous, dans l'utilisation de conscientisation, il y a une sorte de processus, et ce qui justifie en fait l'utilisation de vos critères. Alors je me demande s'il y a un intérêt justement à faire ce distinguo, parce que les différents critères que vous établissez me semblent exclure une partie des jeux qui pourraient quand même s'ils ne cochent pas les cases, participer au développement d'une forme de conscience critique qui s'inscrit dans une praxis, ça vous l'avez bien montré. Et ma deuxième question, c'est, puisque c'est un processus, donc la sensibilisation, c'est le point de départ, si j'ai bien compris. Ça peut.
Mais c'est pas nécessaire. Oui, c'est pas nécessairement le point de départ, mais ça peut être le point de départ. En réalité, c'est vraiment quand l'individu s'aperçoit finalement que ses croyances sont déstabilisées. Fait que c'est souvent soit qu'il voit une injustice ou qu'il fait l'expérience d'une injustice à travers un jeu vidéo, comme vous l'avez exprimé tantôt. Avec le jeu de racisme, tu es en position de blanc tout le long, tu fais comme je vais rien faire, je vais rien faire, je vais rien faire. C'est le fun sur 2 semaines, mais quand c'est toute ta vie, à un moment donné, tu te dis je vais faire quelque chose. Puis c'est là qu'il y a la différence, c'est qu'on voit la sensibilisation, c'est que tu fais comme ah oui, il y a un problème là, mais ce n'est pas mon problème. Fait que tu l'intériorises pas, fait que tu sais pas quel va être ton comportement si tu le vivais tous les jours. Fait que c'est vraiment là qu'il y a la différence. Puis je pense que les critères sont importants, mais tant qu'on ne se rend pas à la praxis, ça reste dans la sensibilisation, puis on ne va pas dépasser ça. Mais oui, la sensibilisation est comme la porte d'entrée. C'est quand... Ouais. Et sur juste la conscience critique, alors? La conscience critique, moi, c'est vrai que moi aussi j'ai lu beaucoup sur Ferré. Puis selon les ouvrages, des fois c'est sens critique, c'est jugement critique. Donc c'est d'utiliser le sens critique finalement. Fait que je pense que c'est juste une des appellations parmi ceux que j'ai vus parce que j'ai comme l'impression que ça revient tous au même selon les différents livres que j'ai vus. Il y a peut-être son premier livre que j'ai considéré comme plus politique. Ensuite, on va plus dans la technicité de sa technique, de la mise en place d'une pédagogie de conscientisation. Mais ça m'étonnerait que ça soit autre chose. Je pense que c'est peut-être transféré dans les traductions. Parce que j'ai eu la chance de parler avec j'ai une de mes amies qui fait son doctorat. C'est une Brésilienne, justement. Puis quand j'ai dit que j'allais travailler sur Fraré, elle a fait comme « on va passer des soirées à boire et fumer des joints. » Puis j'étais comme « OK. » Quand on a commencé, puis j'ai commencé à y poser justement, j'avais jugement critique et sens critique, et c'était dans le même livre, mais tu sais, c'est une traduction qui a été faite en 70. Fait que là, j'ai dit, c'est lequel des deux? Puis finalement, on a vérifié dans sa version en portugais, justement pour pas, quand je voulais rédiger l'article, j'étais comme on va s'assurer que ça soit bien. Puis finalement, ça a été juste comme une erreur de la traduction de l'auteur, du traducteur, qui a traduit le même terme avec 2 mots différents dans le même texte. Tu fais comme, OK, bon, comment me perdre? J'étais bien perdu, tu sais. Fait que je pourrais pas te dire plus loin si c'est encore le même cas de figure dans les textes que tu as lus, là, mais ça serait à vérifier. Mais il faudrait toujours retourner aux origines et apprendre le portugais. Ça va tout le monde? Et contente d'être là avec vous-même à distance et puis que j'allais parler des procédés ludonarratifs qui incitent à une action prosociale. Je base mon travail sur un travail de recherche-création qu'on mène chez The Seed Crew, qui est un petit studio de jeux vidéo indépendant qui est basé près de Toulouse en France. Et notre travail est inspiré à la fois de la recherche-action, notamment à partir des travaux de Kurt Lewin, et puis de la recherche-création médiatique telle que l'a définie Louis-Claude Paquin. En fait, on essaie de créer des jeux qui cherchent à avoir un impact social, en particulier ceux qui vivent la sensibilisation à des sujets liés à l'inclusion, tels que l'inclusion de différentes identités et la mixité sociale. Notre premier jeu s'appelle Recover. Il sert de support de médiation à des entreprises pour des formations sur le sexisme, le validisme, le racisme, par exemple. Il est composé de plusieurs modules. Et aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement du 2e module qui porte sur les discriminations subies par les personnes handicapées. Même s'il est encore en cours de développement et même si seul le premier module, donc qui porte sur le sexisme, pourra être testé pendant le colloque. Alors, dans le 2e module, on joue Emmanuel, qui intègre une nouvelle équipe dans l'entreprise dans laquelle il travaille et qui va travailler sur un projet qui l'enthousiasme. Ce que je vais faire, c'est que je vais proposer une analyse formaliste de ce 2e module et je vais me concentrer en particulier sur les mécaniques ludonarratives qui incitent à une action prosociale. Il s'agit donc d'une réflexion sur l'objet plutôt que sur le processus de création.
En parallèle de l'ancrage du travail dans la recherche-création, le travail s'inscrit aussi dans la lignée de plusieurs approches qui ont en commun le fait d'insister sur l'importance de la réception dans la construction du sens de l'expérience ludique et narrative. J'ai remis un schéma que j'aime beaucoup de Rémi Kayat qui remontre cette co-construction du sens. Et en particulier, je m'appuie sur la narratologie post-classique, les recherches sur l'expressivité des jeux vidéo, et c'est des outils théoriques que je mets en lien avec les outils plus pragmatiques, souvent du narrative design, qui est une discipline créative qui se définit notamment, au contraire du game writing, par le fait qu'on accorde une importance forte à l'expérience du joueur ou de la joueuse. Et donc, à travers les concepts comme ceux de dissonance ludonarrative, d'éthos ludique ou encore de tension narrative, les différentes approches ont en commun le fait de s'intéresser à la forme de l'œuvre en lien avec sa réception, sans présupposer que l'œuvre médiatique peut conditionner complètement ses usages. Mais en fait, ici, il ne s'agit pas d'étudier l'expérience de jeu réelle de différents joueurs ou joueuses par l'observation, par exemple, ou par des entretiens, mais de s'intéresser à la réception qui est construite dans la structure du jeu. Et c'est pour ça qu'en fait, je vais emprunter le concept d'effet dans les théories littéraires pour parler des effets de conscientisation et de sensibilisation. Le terme d'effet, il vient des écrits de Barthes dans l'expression effet de réel, mais il est aussi utilisé par exemple par Vincent Jouve avec l'effet personnage ou Raphaël Baroni avec l'effet de suspense. Et c'est un concept qui est intéressant parce qu'il a un ancrage phénoménologique et un ancrage rhétorique. En fait, la notion d'effet est proche de celle de lecteur-modèle et elle désigne ce que l'œuvre cherche à produire comme réception chez le joueur ou la joueuse. Elle est utile en fait pour penser la réception telle qu'elle est programmée par le texte et le jeu. En fait, je m'intéresse particulièrement à la participation volontaire du joueur ou de la joueuse dans la construction de sens. Et donc, le travail ne porte pas sur les effets qui sont de l'ordre de la contrainte, de la persuasion ou encore de la pédagogie descendante. Donc, ça s'écarte un petit peu des cadres de pensée du serious game ou des persuasive games. Il ne s'agit pas de prétendre que les jeux sont seulement des situations de communication expressive. Par exemple, Gabriel Trépanier-Jobin ou encore Esteban Gina ont bien montré qu'il s'agissait davantage d'un continuum, mais il s'agit plutôt de s'intéresser au procédé qui laisse place à l'interprétation et à l'appropriation du joueur et de la joueuse. La question qui se pose est alors la suivante. Puisqu'il ne s'agit pas d'imposer, quelles sont les stratégies qu'on peut concevoir pour faire un jeu qui ouvre au changement, qui décale la perspective, qui remet la pensée en mouvement? Alors, je vais proposer de distinguer deux types d'effets, les effets de sensibilisation et les effets de conscientisation. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup, j'utilise les deux mots dans un sens légèrement différent par rapport à la communication précédente. Alors, la sociologie des mobilisations de pouvoir s'intéresse depuis quelques années au rôle des émotions dans l'émergence et la fidélisation de l'engagement militant. En particulier, Christophe Straini, qui s'intéresse aux dispositifs de sensibilisation, les définit comme l'ensemble des supports matériels, des agencements d'objets, des mises en scène que les militants déploient afin de susciter des réactions affectives qui prédisposent ceux qui éprouvent à s'engager ou à soutenir la cause défendue. Et Olivier Grandjean va venir retravailler le travail de cette définition. Et il explique que les dispositifs de sensibilisation sont souvent compris par rapport à leur libre adhésion et aux réactions liées aux émotions, en opposition aux dispositifs de coercition. Et le chercheur montre que en fait, les deux formes de dispositifs sont seulement des idéotypes et que leurs matérialisations sont souvent hybrides. À mon avis, c'est une idée assez proche, assez similaire du continuum persuasif et expressif.
Cependant, la notion de dispositif de sensibilisation me semble intéressante pour comprendre les effets affectifs que cherchent à déclencher les jeux chez un joueur ou une joueuse qui accepte volontairement de s'engager dans un processus émotionnel. Il me semble que c'est intéressant aussi de le lier à la notion d'immersion, telle que l'a définie Jean-Michel Schaeffer, c'est-à-dire un état dynamique d'activation imaginaire qui inverse le rapport habituel entre imagination et perception et qui suppose un investissement affectif. En parallèle des effets de sensibilisation, je pense qu'il est possible de distinguer un deuxième effet qui va inciter à une action prosociale et qui repose sur comme ça le consentement, la volonté du joueur ou de la joueuse, et ce sont les effets de conscientisation. Au contraire des effets de sensibilisation qui vont être liés à l'affectif et à l'immersion, les effets de conscientisation sont plus liés à l'analyse critique et rationnelle de la réflexivité. Dans les théories littéraires de la réflexion, on trouve déjà de nombreuses conceptualisations d'une lecture qui n'est pas immersive. Par exemple, Umberto Eco parle d'interprétation critique ou Michel Picard parle de lectant pour la maîtrise, la lecture réflexive des effets. Dans ces théories, les postures qui ne sont pas immersives consistent à analyser la forme de l'œuvre. Et la conscientisation n'est pas tout à fait la même chose, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet déjà de comprendre l'existence de postures de réception qui sont distanciées. En fait, comme il a été dit, la conscientisation vient des travaux de Freyre et pour lui, c'est vraiment l'idée d'un processus éducatif. Je vais passer sur tout ce que dit Freyre sur la conscientisation parce que ça a déjà été dit et très bien dit. La seule chose que j'aimerais rappeler, c'est que chez Freyre, il me semble que la méthode favorisée, privilégiée pour la conscientisation, c'est la discussion. Et en fait, le modèle qui a été présenté auparavant me semble proposer, et mon travail aussi, c'est l'idée qu'il y a d'autres procédés qui peuvent permettre le recul critique nécessaire pour augmenter le pouvoir d'agir. Donc, maintenant, je vais vous proposer une analyse formaliste des procédés du module 2 de Rickover. L'idée, c'est de voir ce qu'il advient des catégories théoriques que je viens de présenter quand on les confronte à un processus de design réel. Alors, de manière assez évidente, on a déjà choisi que certains personnages de l'histoire soient en situation de handicap. Par exemple, Adrien est dyslexique ou Jean-Jacques est atteint de rétinite pigmentaire. Chaque personnage a une attitude différente par rapport au handicap, par rapport aux autres, par exemple un discours plus ou moins validiste, mais aussi par rapport à lui-même, comme une mise à distance de son handicap plus ou moins importante. Par exemple, Jean-Jacques a une vision plutôt catégorielle du handicap et apprécie les discours qui insiste sur la force des personnes handicapées, alors que Béravi, qui est militante anti-validiste, a une conception complètement différente. Représenter la diversité des convictions, la complexité des expériences du handicap permet l'attachement au personnage qu'on peut apprécier ou alors aimer détester. Et cet attachement au personnage tend vers un effet de sensibilisation. Dans l'histoire, les personnages sont confrontés à des discriminations. Par exemple, Béravi est utilisatrice d'un fauteuil et ne peut pas, au début, aller en salle de réunion. Une des mécaniques du jeu consiste en un bouton qui est appelé « sur laquelle la joueuse doit appuyer quand elle pense que la situation est problématique. Le bouton sert à l'identification des microagressions ou des injustices dans l'organisation du travail, mais aussi à mettre le doigt sur des sujets de société ou des situations qui peuvent poser question. Par exemple, une aide non sollicitée ou les discours médiatiques entourant les Jeux paralympiques. Il s'agit en fait d'ouvrir le questionnement sur nos représentations sociales du handicap à partir de situations fictionnelles. La mécanique du bouton cherche donc à créer un effet de conscientisation. Sauf qu'une fois qu'on a appuyé sur ce bouton, apparaît un texte qui reflète les pensées d'Emmanuel qui s'interroge, le personnage principal, l'avatar. Par exemple, j'ai comme un doute, est-ce que c'est vraiment si simple? Les textes évoquent alors les sentiments de Manu, en particulier la gêne, et beaucoup de phrases sont exprimées de façon interrogative.
Si le bouton en lui-même est de l'ordre de la conscientisation, le texte est donc du coup plutôt de l'ordre de la sensibilisation en proposant une expérience émotionnelle de la situation du point de vue du personnage joueur. On aurait pu utiliser cet endroit pour faire un retour évaluatif à la joueuse. Par exemple, tu as bien identifié une situation de microagression. Ou alors une conceptualisation. Cette situation est de l'ordre de la tokenisation. Cependant, en fait, leur absence laisse à la joueuse la liberté de mener sa propre réflexion. Donc, le design par soustraction par rapport à des modèles établis, notamment dans certains serious games, vise à créer un effet de conscientisation. Les situations problématiques concernent les personnages secondaires, mais aussi l'avatar du joueur qui peut être auteur, témoin ou victime. En effet, le personnage joueur n'est pas une page blanche, certains traits de son identité sont fixés, mais il y a des marges de manœuvre pour la joueuse. Dans ce qui est défini du personnage, il y a le fait que Emmanuel ait un diabète de type 2, mais la joueuse ne l'apprend qu'à la fin du 7e épisode. Cet effet de surprise crée un effet de sensibilisation parce que, en fait, en jouant sur l'effet de surprise par l'introduction d'une différence entre le joueur modèle qui n'est pas atteint de diabète et l'avatar, c'est un effet de sensibilisation qui est cherché puisque le joueur modèle valide réalise qu'il peut partager l'expérience avec une personne en situation de handicap. Le choix d'utiliser un personnage joueur handicapé n'est pas évident parce qu'il pourrait être interprété comme l'incitation pour un joueur modèle valide à s'approprier l'expérience d'une personne handi et à développer le sentiment d'avoir fait une bonne action alors qu'aucun acte concret n'a été réalisé. C'est notamment une critique que certaines créatrices queer ont fait à l'usage de leur œuvre pour la sensibilisation et c'est ce que la critique de Bonnie Hubbard sur l'empathie dont parlait Bernard Perron. Cependant, nous avons choisi de faire jouer un personnage handicapé pour inciter à adopter une posture empathique. L'empathie n'est pas ici comprise comme une appropriation ou un bon sentiment. Au contraire, en reprenant les recherches en neurosciences, notamment les travaux de Jean Dessetti, en fait, l'empathie est définie comme la capacité à percevoir et à comprendre les émotions d'autrui en les partageant ou non et en gardant conscience de son individualité. L'empathie a donc une composante émotionnelle qui correspond à la capacité d'identifier les émotions d'autrui et qui assure une résonance entre les autres et soi. Et puis une composante cognitive qui consiste à savoir que l'autre personne a une expérience différente du monde que soi. Et cette double dimension affective et réflexive de l'empathie permet au design d'un personnage joueur handi de créer à la fois des effets de sensibilisation et des effets de conscientisation. Et ça rejoint aussi l'idée que l'avatar est à la fois un vecteur d'immersion et un opérateur de réflexivité, comme le soutiennent Julie Delbouille et Farni Barnabé. En fait, la relation de la joueuse au personnage jouable se joue en particulier par le contrôle et notamment les choix narratifs. Donc, je voudrais vous parler en particulier des moments de choix dans le dialogue. En fait, on a conçu une roue avec 4 choix qui impliquent toujours les mêmes attitudes. Le modèle est d'abord inspiré des fonctions du langage de Jacobson, c'est la colonne de droite. Ensuite, dans le cas où il s'agit d'une manière d'exprimer un ressenti par rapport au handicap d'Emmanuel, on a décerné 4 attitudes à partir du travail d'Alain Leblanc dans Sociologie du handicap. Dans ce cas-là, il s'agit d'offrir à la joueuse un espace pour exprimer la façon dont elle s'imagine qu'il est possible de faire l'expérience du handicap dans la situation d'Emmanuel. En effet, l'empathie concerne toujours les émotions qu'on pense que l'autre vit et pas ce qu'il vit réellement. Dans ce cas, en faisant appel aux émotions de la joueuse, la roue des choix a un effet de sensibilisation.
Au contraire, quand il s'agit de réagir face à une situation de discrimination, dans ce cas-là, la roue a plutôt un effet de conscientisation. En effet, on l'a faite par rapport aux travaux fondateurs de Lazarus et de Folkman qui proposent un modèle de coping en psychologie, qui sont la réaction face à des situations stressantes. On parle souvent de coping d'engagement ou de désengagement, de coping vigilant ou évitant. Et on retrouve souvent le terme évitement à côté de confrontation dans des travaux qui portent sur d'autres formes d'oppression, notamment le sexisme. Donc, on a divisé les 4 en 2 postures très différentes d'évitement et de confrontation. En proposant à la joueuse de choisir comment elle réagit par rapport à une situation de discrimination, il s'agit de lui faire prendre conscience déjà de la multiplicité des réactions possibles avant de lui permettre de s'exprimer. Sachant qu'il n'y a pas toujours qu'il n'y a pas une voie qui est toujours favorable. Par exemple, l'évitement, il peut être une stratégie efficace pour se préserver. Donc, donc, ça crée vraiment un effet de conscientisation. Qu'est-ce qu'il est possible de faire dans cette situation-là? Mais les différentes postures en elles-mêmes ont aussi des effets, une fois qu'elles sont choisies, plus précises. Par exemple, la première, qui est plutôt de l'ordre de l'expression des sentiments, va créer un effet de sensibilisation. Tout ça pour dire que ce que mettent en valeur les analyses des choix de design d'un personnage handi ou de ses moments de décision de dialogue, c'est l'entremêlement des effets de sensibilisation et de conscientisation dans le design, sans que les uns précèdent nécessairement les autres. Cette observation peut aussi être faite si on étudie un autre moment du jeu, c'est les moments de dialogue secondaire optionnels dans l'exploration du jeu. Lorsque la joueuse parcourt l'espace ludique, elle peut en effet décider d'explorer les lieux et d'écouter des conversations qui potentiellement ont des nouvelles situations de discrimination. Le jeu laisse le choix à la joueuse de s'investir émotionnellement ou non. Il y a donc d'abord un effet de sensibilisation. Ensuite, la conversation a lieu et puis on peut intervenir ou non. Il y a donc ensuite effet de conscientisation. Le jeu invite la joueuse à réfléchir sur le fait qu'il soit opportun ou non d'intervenir à ce moment-là. Il y a autre chose aussi qui permet la conscientisation, c'est l'introduction d'aléatoires. Et donc, que chaque joueur et joueuse n'ait pas forcément la même situation. Et donc ensuite, en partageant l'expérience de jeu, les différences de situation permettent de s'interroger comme ça à est-ce que tu as réagi comme ça parce que la personne en face de toi était dans la confrontation, donc tu l'as laissé faire, ou plutôt est-ce qu'elle était dans l'évitement et puis tu as pris le pas ou le pas ou pas du tout. En fait, pour conclure, ce que permet la confrontation des catégories théoriques que j'ai proposées au processus de design, c'est d'arriver à une conclusion semblable à celle faite sur l'entremêlement des dispositifs de sensibilisation et de coercition et sur l'existence d'un continuum entre persuasif et expressif. Les effets de sensibilisation et de conscientisation sont entrelacés dans l'œuvre. Pour faire un jeu qui ouvre au changement, qui décale la perspective, qui remet la pensée en mouvement, un moyen semble donc de tirer parti de cet entremêlement et de réfléchir le design pour conjuguer les effets. Or, la sensibilisation et la conscientisation supposent des formes de réception très éloignées les unes des autres. L'un est plutôt du côté de l'immersion et l'autre de la réflexivité. Cela suppose donc de ne pas vouloir créer une expérience harmonieuse, une harmonie narrative, mais peut-être plutôt d'aller chercher du côté d'une esthétique de la rupture ou d'un design chaotique en voulant travailler comme ça les tensions et les oppositions entre les postures des réceptions. Alors, cette idée est encore à l'état embryonnaire, vous l'avez vu, et le travail de recherche de création de Rickover se poursuivra par le futur par une étude des usages réels des joueurs et des joueuses. Mais j'espère que ces premières hypothèses permettront d'ouvrir le dialogue. Voilà, je vous remercie. Parler un petit peu plus des obstacles auxquels vous faites face
durant le développement, parce que c'est quand même toujours difficile de faire des jeux qui sont à la fois intéressants et qui ont une vocation à sensibilisation. Donc, avec les obstacles, les écueils que vous rencontrez. Alors, la plus grande difficulté qu'on a, en fait, elle vient vraiment, je pense, de l'environnement dans lequel le jeu va être reçu. C'est-à-dire que pour l'instant, on fait des jeux qui sont des outils de formation. Et puisque les outils de formation, notamment les formations par le jeu, ont souvent un aspect évaluateur très fort avec un côté persuasif, vous avez fait le bon choix, vous avez fait, voilà. On a du mal à faire entendre que pour des des problématiques sociales comme le racisme, le validisme, le sexisme, en fait, peut-être qu'il faut des approches plus nuancées et que c'est pas bien de mettre des pastilles vertes ou des pastilles rouges, voilà. Et donc, du coup, ça se traduit dans le design dans des vrais questionnements de à quel moment est-ce que quand même je fais remonter pour les formateurs et les formatrices des informations concrètes de qu'est-ce que les joueurs et les joueuses ont fait comme choix et à quel moment, au contraire, j'ouvre des portes d'expression. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai parlé essentiellement des choix de design qui ont été faits dans une perspective d'expressivité, mais on a aussi quelques choix de design qui ont été faits dans des optiques plus classiques d'évaluation ou de persuasion. Merci, j'ai bien hâte de jouer au module sexiste. Ça m'intéresse. Qui va être disponible au labo demain. Ah, ok. J'ai une question au fond, je ne sais pas si elle va vous entendre. Allez-y. Merci pour la présentation. Vous avez parlé du design par soustraction. J'aimerais savoir si c'est beaucoup plus vers les effets de conscientisation ou vers les effets de sensibilisation. Merci. Est-ce que tu as entendu? Oui. Alors, du coup, je ne suis pas sûre que le design par soustraction soit forcément lié soit à la sensibilisation, soit à la conscientisation. Je pense que c'est un outil qu'on peut utiliser dans un cas pour certains effets, dans d'autres, dans d'autres pour autre chose. Là, je l'avais vraiment pris par rapport au modèle des serious games, le fait de soustraire certaines informations auxquelles on est habitué d'avoir accès dans ce type de jeu tels qu'ils sont présents sur le marché de la formation à un moment donné, etc. Ça crée un effet de conscientisation. Mais par exemple, peut-être que le fait de privé de retour à un moment, le joueur ou la joueuse pourrait avoir un effet de sensibilisation. Une autre question? Je me demande, le vocabulaire a beaucoup été de l'ordre de tel choix de design va avoir tel impact et va créer de la sensibilisation, mais je me demande comment est-ce que, parce que c'est évidemment tout dépendant de la réception de la personne qui joue, je me demande quels outils vous allez utiliser au niveau des tests utilisateurs pour mesurer cette efficacité-là, début de design qu'on pense étant la conscientisation, la sensibilisation, la persuasion. Un peu quels outils, quelles mesures vous allez penser? Alors, c'est vraiment un champ de travail qu'on est en train de mener à l'heure actuelle, déjà parce que, en fait, c'est dans mon ancrage disciplinaire, c'est pas une méthodologie que j'emploie d'habitude, donc je suis vraiment en train de me former sur ces questions-là. Et en fait, sur les premiers travaux qu'on a menés là-dessus, un des grands écueils était de vouloir faire de l'observation ou de mener des entretiens, j'ai envie de dire, traditionnels, tout en donnant l'information aux joueurs et aux joueuses dans une perspective éthique que j'étais à la autrice du jeu. Et en fait, du coup, il y avait un vrai questionnement de position où, du coup, toutes les réponses étaient soit faussées, soit tournées comme questions, où les jeux, les moments de jeu étaient très
contrôlée parce que justement j'étais là et les personnes savaient que j'étais l'autrice du jeu. Donc du coup, une des pistes qui est envisagée, c'est de travailler avec des chercheurs et des chercheuses dans d'autres disciplines et qui n'ont pas été impliqués dans la création du projet, notamment des collègues en psychologie. Et puis la deuxième piste qu'on est en train d'explorer, c'est que les participants et les participantes de l'étude soient en position de création, de leur présenter l'outil ou le jeu qu'on a fait comme un premier modèle qu'ils peuvent déconstruire, critiquer, etc. Et donc, dans une perspective aussi de recherche d'action, de leur redonner le pouvoir de critiquer, de dire bah, moi j'aurais fait différemment parce que j'ai ressenti ça à ce moment-là et je pense que ça coince. Voilà. Mais c'est encore très nouveau. Et on va remercier Hélène. Merci à vous.